Suivons les aventures d'une équipe d'artificiers canadiens, des pyrotechniciens hors pair. J'adore les voir aussi enthousiastes. C'est parti! C'est un métier où on s'éclate. Le petit groupe veut devenir une référence. Mais pour y arriver, il doit en mettre plein la vue à ses concurrents. Explosion après explosion. Dans cet épisode, Allez! Sébastien et Philippe se mesurent à un nouveau défi. Si je fais ça chez moi, on me sucre ma licence. Organiser un show au Mexique. Je suis en plein dedans! Et en Corée, le groupe découvre des pièces d'artifice C'est du gros spectacle. comme ils n'en ont jamais vu auparavant. Sébastien et Philippe sont sur un terrain de baseball au Mexique. On crève de chaud. Il est 9h du mat. Il doit déjà faire 35 degrés. C'est ici qu'ils vont organiser leur prochain spectacle pyrotechnique. Un événement organisé à l'occasion du jour de l'indépendance du Mexique, célébré le lendemain soir. Aujourd'hui, on va souffrir. Y a pas d'ombre, nulle part. On va être en plein sous le cagnard. Les deux hommes ne travaillent pas pour n'importe qui. Ils ont été engagés par l'un des plus grands pyrotechniciens du Mexique. Jorge Marquez est connu partout dans le monde. Il a une excellente réputation. Quand j'organise un spectacle, je mets le meilleur de moi-même dans le moindre détail, la moindre pièce que j'utilise. J'ai besoin de vous. Il me faut 2 modules en haut. Jorge a prévu une série de pièces d'artifice spectaculaires qui vont illuminer la place principale de Campeche de tous les côtés. Les charges seront tirées depuis 3 sites différents. Une série de feux de haute portée s'élèvera du terrain de baseball à 2 pâtés de maison de là. Plus près, une immense enseigne ardente sera visible du haut d'un immeuble. Et plus de 500 bombes et feux monocoups seront lancés depuis le toit en plâtre d'une cathédrale ancienne. Véritable joyau de la place, cette cathédrale fait la fierté de la ville de Campeche. On n'aura jamais vu un tel show ici. Ça va être une sacrée fête, mais sacrément dangereuse. Tout d'abord, le stade de baseball. Comment est-ce que tu vois les choses? On fait une seule longue rangée? C'est mieux pour toi? Ok. Philippe et Sébastien commencent déjà à comprendre qu'ici, les choses se passent différemment. Il veut quoi? Une longue ligne, pas de gros blocs. On met qu'une seule sangle? Mettons-en une, on verra bien. Serre bien à fond. Ok. Si je fais ça chez moi, on me sucre ma licence. Là d'où viennent Sébastien et Philippe, les batteries de mortier ne peuvent en aucun cas se toucher. Même les plus petites sont séparées par une distance minimale de 6 à 8 cm. Quant aux gros mortiers, c'est une autre histoire. En général, on les enfonce dans le sable, à près d'1 mètre les uns des autres. Au Canada, ça se passe pas comme ça. Regardez-moi ça. Il faut une autre sangle. Ok, on en met 2. Si une bombe explose dans un mortier, toute la batterie explosera avec. Mais ici, tout peut arriver. Tout peut arriver. C'est bon? C'est comme ça. Bienvenue au Mexique. Eh oui, que voulez-vous? On n'est pas au Canada. Ici, on peut se permettre de prendre plus de risques. Allez, c'est parti. Ces bombes sont très puissantes. C'est une stroboscopique? Ouais. Parfait. Merci beaucoup. Si l'une d'entre elles explose dans son mortier, cela pourrait facilement entraîner une réaction en chaîne. C'est de la folie. Beaucoup de gens qui viennent assister à nos lancements nous prennent pour des fous. Mais ce qu'ils considèrent comme de la folie, c'est notre façon normale de faire les choses. On vit comme ça ici. C'est presque fini. 10 de plus. Après 6 heures sous un soleil de plomb,
Sébastien et Philippe ont chargé toutes les batteries de mortier. Ça y est. Mais ce n'était que la première manche. À présent, ils doivent s'atteler à l'installation la plus étrange qu'ils aient jamais faite. On a une jolie vue d'ici. Une tonne d'explosifs à disposer sur le toit d'une cathédrale aussi vieille que fragile. Pour rendre le spectacle encore plus ébouriffant, il faut faire les choses à notre façon. Il faut être fêlé pour être pyrotechnicien, mais il faut l'être encore plus pour se démarquer des autres. Cette façon de faire des feux d'artifice, c'est dans notre culture. Le travail sur la cathédrale doit commencer ce soir. Mais le camion du matériel se fait attendre. Là, il est 20h. Allez. On devrait s'y mettre. Attends un peu. On peut pas dire qu'on est au Mexique si on ne poireaute pas pour rien pendant au moins 3 heures. Voilà le camion. Tout ce qu'il y a là, il va falloir le monter sur le toit de la cathédrale. Et il n'y a qu'un moyen d'arriver en haut. Il a fallu tout passer par les escaliers. Les mortiers, le système de mise à feu, les caisses explosifs. Ça n'a pas été du gâteau. Qu'est-ce qu'on se marre. Allez, c'est pas fini. C'est le Mexique. On s'attendait à ce que ce soit barré. Il y a des fois où on est obligé de bosser 36 heures de suite sans s'arrêter. Au Mexique, c'est très courant. Là, je ne sais pas quoi dire. Je suis carrément à la ramasse. Travailler aussi dur et aussi tard, c'est pas la joie. C'est le grand jour. Quelle chaleur. On doit être à 40 degrés là. C'est un vrai sauna. Mais la température va encore monter. On va tirer des bombes de 100 mm depuis ce toit. C'est n'importe quoi. On va avoir pas mal de monocoups qui vont partir de la cathédrale en faisant de grandes traînées dans le ciel. En plus de ça, une série de bombes doit être lancée depuis les tours de la cathédrale. Il reste à préparer toutes les chandelles. Ça fait du boulot. Il n'y a aucun doute que Philippe et Sébastien savent ce qu'ils font. Sur cette prestation, j'ai l'impression qu'on est 3 comme moi. Du coup, je suis aux anges. T'es content, Jorge? Entièrement fabriqué au Mexique, le matériel qu'ils vont utiliser cette fois-ci se distingue notamment par ses tubes de mortier en carton et ses chasses de propulsion faites avec des gobelets en papier remplis de poudre. Ces cônes sont en réalité des gobelets jetables dont on a écrasé la pointe avant de les attacher avec de la bande adhésive. Et ça marche. C'est comme ça qu'on s'y prend ici. La mise à feu des chasses de propulsion va secouer le vénérable édifice. L'impact est trop violent pour ce toit. Si on pose les batteries à même le toit, ça va le fissurer. Il y aurait des débris partout. Les mortiers risqueraient même de tomber dans la nef. Pour amortir le choc, ils n'ont rien d'autre que des couvertures de feutre et des panneaux de contreplaqué. C'est une lourde responsabilité. Nous prenons un maximum de précautions pour éviter d'endommager la structure du bâtiment. Plus que 5 heures. Sur le toit de la cathédrale, tout le câblage des pièces d'artifice est raccordé à la table de tir. 27. Ouais. Ouais. C'est bon? Allez. Il reste tout juste assez de temps pour monter la dernière installation. Une enseigne ardente perchée sur un immeuble avoisinant. On va mettre en place une enseigne géante qu'on va faire brûler. Ça durera entre 3 et 5 minutes. Mais les éléments de l'enseigne sont trop volumineux pour passer dans la cage d'escalier. On a un petit problème. Du coup,
Michael, tu l'as fait passer par là? Ouais, On tire! c'est simple, mais... C'est trop fort. ça me dépasse. À la mexicaine. La méthode mexicaine, c'est d'aller au plus simple, au plus rapide et au plus efficace. Mexico! Il doit visser 16 de ces éléments sur le toit, où ils devront ensuite être assemblés. On travaille encore sur l'enseigne ardente. J'espère que ce sera bientôt fini. Plus que quelques minutes. La cathédrale historique de Campeche a été transformée en zone de tir. Philippe monte dans le clocher, d'où il domine le toit bourré d'installations pyrotechniques. Il sera aux premières loges pour assister au déluge de feu. Toi aussi t'es nerveux, hein? Oh là là. Sur la place, Roré et Sébastien se tiennent prêts à la table de tir. Mais quelques minutes avant la mise à feu, Qu'est-ce qui se passe, Jorge? Ça fonctionne? Non. entre la table de tir principale et la table secondaire située dans le clocher, le contact ne passe pas. Ça marche pas. La table secondaire a disparu, et on ne sait pas pourquoi. Si le contact n'est pas rétabli, les pièces installées sur le toit ne pourront pas être mises à feu. Ça s'annonce mal. Ça doit être au niveau de la réception avec le boîtier principal que ça coince. Mais soudain, Ah, mais c'est pas vrai. Quelqu'un a marché sur le câble. Ok, Jorge, j'ai trouvé d'où venait le problème. Philippe fait rapidement une épissure. On teste le contact une nouvelle fois. Je vous écoute. Le spectacle va pouvoir commencer. Tout roule. Tout est armé. Ça va être de la folie de voir ça d'ici. Attention, tiens-toi prêt. Je suis prêt, merci. C'est bon, on y est. Ok, feu. Les premières comètes et les premiers monocoups s'élèvent en éventail au-dessus du toit de la cathédrale, juste derrière les tours. En gerbes vertes, blanches et rouges. C'est le drapeau mexicain. Ça commence bien. Les tirs sont très synchronisés. Le show fonctionne. Ça va accélérer. Et maintenant, les grosses bombes. Ça part du terrain de baseball. C'est gros, hein? Ça envoie du lourd. Les pièces du toit de l'église ont été synchronisées avec celles qui sont lancées depuis le stade de baseball. Jorge connaît bien son métier. C'est à la mexicaine. J'adore. Perché dans le clocher, Philippe est au cœur de l'action. Je suis en plein dedans. À présent, place à l'enseigne. Elle contient une telle quantité de poudre qu'une pluie d'étincelles tombe en crépitant jusqu'au sol. C'est dingue. Vous avez vu ça? Les étincelles atteignent les spectateurs qui sont en bas. C'est un peu flippant. Pour beaucoup de gens, ça fait partie du spectacle. S'ils ne se font pas brûler, ils trouvent la fête ratée. On en prend plein les mirettes ici. C'est dément. Ça brûle. Les chandelles.
100 mm, 75 mm, 100 mm. Au-dessus de la vieille cathédrale, le spectacle bat son plein. Quel point de vue! Sébastien et Philippe savent désormais ce que cela veut dire d'organiser un show pyrotechnique à la mexicaine. Ouais! Au Mexique, les feux d'artifice, c'est une vraie folie. Si j'avais organisé une prestation de ce genre au Canada, dès le lendemain, j'aurais certainement reçu un tas de demandes de dédommagement. Philippe descend sur le toit pour inspecter la situation. Tout a l'air nickel. La cathédrale n'a rien. Le toit a résisté aux impacts des mortiers. Tout va bien, on n'ira pas en enfer. Cette fête est un moment de grande fierté pour les Mexicains. Et moi aussi, je me sens fier. Philippe, Eric et Benoît viennent d'atterrir sur le continent où les feux d'artifice ont été inventés. Ils débarquent à Séoul, la mégapole aux 25 millions d'habitants, pour participer à la mise en place du Festival international des feux d'artifice. Une soirée démentielle placée sous le signe de la démesure. Eric et ses acolytes ont été recrutés par une importante société portugaise. Mais la direction n'a pas averti celui qui dirigera les opérations à Séoul, Nuno Fernandes. Vous êtes des artificiers? Bien sûr. Je fais ça depuis 22 ans. Ils ont du mal à y croire. Ils ne nous connaissent pas. Ils ne savent pas si on est une bande de frimeurs ou si on connaît notre métier. N'ayez pas peur de nous confier des responsabilités. Je pense qu'on peut beaucoup vous aider. Tout ce que sait Nuno, c'est qu'on lui a envoyé 3 hommes. Philippe, Benoît et Eric vont devoir lui prouver qu'ils sont bien à leur place ici. Le lendemain matin, l'installation débute. Les 3 artificiers font en sorte de se présenter à la première heure sur les lieux, au bord du fleuve Han. Voici l'équipe Hanois. C'est les Coréens. 5, 6, 7, 8 et on change. 1, 2. Un peu de gym matinal, rien de tel pour la pyrotechnique. Peut-être qu'on devrait en faire autant pour attaquer la journée. Vous trouvez pas? Quand Nuno et le reste de l'équipe arrivent à leur tour, Bonjour. Bonjour. c'est l'occasion ou jamais pour nos 3 artificiers de tâter le terrain. On a les bombes, les comètes. Et à l'avant de la barge? À l'avant, ce sera les pièces au sol. D'accord. Vous voulez qu'on prépare les mortiers? Qu'est-ce qu'on fait? On commence à installer les batteries? Oui. Leur première tâche consiste à mettre en place les batteries de mortier sur d'immenses barges industrielles qui constitueront les plateformes de tir. Tout se passe au poil. Ça commence à ressembler à quelque chose. C'est toujours un peu risqué d'installer la zone de tir sur une barge. Si les choses dérapent, c'est dangereux pour nous. Le festival dispose de 15 barges. 4 sont réservées à l'équipe portugaise, 4 autres à l'équipe japonaise, tandis que les 7 barges restantes sont attribuées à l'équipe coréenne, qui évolue à domicile. Les barges ont été amarrées ici pour nous faciliter le travail. Mais les pièces seront tirées ailleurs. Pour le spectacle, les barges seront remplacées une à 5 km de là, jusqu'à l'emplacement du tir situé face au centre-ville de Séoul, où elles seront disposées côte à côte en longue file. Eric et son équipe ont sorti toutes les batteries nécessaires à la prestation portugaise. Les explosifs arrivent juste à temps. C'est pas mal, hein? La remorque s'ouvre par le côté. C'est bien plus facile à vider. On dirait un transformeur. Nos 3 artificiers ont plus d'1 tonne de bombes à décharger. Et au fil des opérations, T'es sûr que c'est un monoco? Ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est marqué dessus. Ouais.
Une relation de confiance se noue peu à peu avec leurs homologues portugais. Ça va aller de mieux en mieux entre eux et nous. Ouais, Eric et Philippe connectent plus de 1400 bombes aériennes. De son côté, Benoît installe plus d'1 millier de chandelles romaines et de monocoups. On doit juste leur prouver qu'on sait ce qu'on fait. Nuno, les emplacements te conviennent? Je vois que t'as mis le module qu'à 2 mètres des chandelles. Et encore. Tu veux plus de 2 mètres de distance? Oui. Et en plus, après, il faudra mettre des sacs de sable tout autour. Pas de problème. Eric a déjà raccordé les chandelles romaines à leur module, mais Nuno veut une plus grande distance de sécurité entre l'électronique et les explosifs. Si mon module est placé là-bas, les câbles des allumeurs ne sont plus assez longs en l'état. Ça veut dire que je vais devoir rallonger le câblage pour chacun d'entre eux. Et ça veut dire plus de boulot. Mais c'est son show, c'est lui le chef. Deuxième jour d'installation. L'équipe japonaise, dirigée par Moto Sonoda, remplit ses barges de bombes de grande taille. les Japonais sont réputés pour la qualité de leur matériel. Ce sera génial à voir. Les Japonais ont prévu une telle quantité de pièces à tirer qu'ils se retrouvent à court d'espace. Ils convoitent une partie du territoire portugais. En fait, on voudrait installer une série de bombes nautiques sur votre barge. Est-ce que ce serait possible? Sur notre barge? Ah, sur notre barge. Eric joue les médiateurs entre les deux nations. Il veut mettre des bombes nautiques, vous comprenez? Ici? Ouais. Combien? 6 batteries de 125 mm. J'en parle à Francisco, ok? J'attends votre réponse. Je participe aux négociations de paix entre les Japonais et les Portugais. Il veut les mettre là-bas, près du conteneur. Ce serait un peu tendu sur la vôtre? On ne veut pas les tirer. Je comprends. Combien d'emplacements vous voulez? Un seul. Un seul. Un seul? Ouais, dans le coin de la barge. Ok, ça nous va. C'est parfait. Merci beaucoup. Non loin de là, la Corée déploie son énorme arsenal de pièces d'artifice. Il s'avère qu'Eric connaît la conceptrice du spectacle. Bonjour Eric, Tu vas bien? Ça faisait un bail. contente de te voir. Moi aussi. Grâce à Suwon-hoom, Eric a accès aux impressionnantes barges coréennes. Et il n'y a pas beaucoup de femmes parmi les pyrotechniciens. Suwon a mis sur pied une prestation de qualité. Je suis sûr que son spectacle bénéficiera d'une petite touche féminine. Ça, c'est du mortier. En plus des 7 barges remplies d'explosifs dont elle dispose ici, Suwon en a 7 déjà en place à la zone de tir. Une bombe compacte, une pivoine multicolore de 20 secondes, c'est pas rien. Leur pièce maîtresse, une structure en demi-soleil bardée de 250 monocoups. Les Coréens jouent dans une autre catégorie ici. Ça va être énorme. D'ici la fin de la journée, les 3 délégations seront prêtes à mettre le feu face à un public de plusieurs millions de personnes. Eric, Philippe et Benoît travaillent d'arrache-pied pour aider l'équipe portugaise à installer ses pièces à temps pour le Festival international des feux d'artifice de Séoul. C'est aujourd'hui que tout va se jouer. Ces barges doivent être remorquées, positionnées, amarrées entre elles et ancrées. La Corée, le Japon et le Portugal doivent acheminer 15 barges remplies d'explosifs le long des eaux tumultueuses du fleuve Han, à 5 km de leur emplacement d'origine. Si les feux d'artifice n'atteignent pas cet endroit, le spectacle n'aura pas lieu. On est prêt à bouger. On est en train de se détacher des barges japonaises. C'est plutôt risqué. Lui, c'est le chef, y a aucun doute. Attache ça, fais ci, fais ça, et que ça saute. Ça y est, ça se met en mouvement. La remorque recule. On est parti. La barge d'Eric transporte assez d'explosifs pour faire sauter un pont.
Et justement, le convoi s'apprête à passer sous un pont. Mais les choses ne se présentent pas comme prévu. Qu'est-ce qu'il fait? On va percuter le pont, c'est sûr. Oh oui. Et ça va cogner dur, on va le sentir passer. Attention. 5, 4, 3, 2, Et... Il corrige la trajectoire. Par ici. Par ici. Le reste de la barge va passer à une quinzaine de centimètres de la pile du pont. On s'approche tout doucement de la zone de tir. Les 7 premières barges des Coréens sont déjà en place. Il leur en reste 7 autres à acheminer. C'est presque un amphithéâtre naturel. Les spectateurs auront un point de vue idéal. On s'apprête à amarrer la barge numéro 3 le long de la barge numéro 2. Ça y est, la connexion est faite. On va assembler le puzzle en direct, sur les lieux du tir. La barge numéro 4. Oui, elle va de ce côté. Ok. Le reste de la plateforme doit pivoter sur elle-même. Pour assembler la plateforme, on assiste à une véritable chorégraphie de barges. Ce n'est pas évident d'ancrer des barges à l'emplacement voulu. Il faut qu'elles soient bien alignées, dans l'axe du public. À la fin de la journée, les plateformes japonaises et portugaises sont toutes les deux en place, semblables à d'immenses bâtiments de guerre prêts à faire feu. Mais voilà, j'ai remarqué un truc. en étudiant le plan de tir, Philippe a repéré une anomalie aux conséquences catastrophiques. On a pas mal de feux de basse portée, dont certains sont pointés vers les installations japonaises, parce qu'on est trop près. L'inclinaison de leurs pièces est trop basse. Leur trajectoire sera trop à l'horizontale. Nos batteries de mortier risquent d'être atteintes, ce qui est très dangereux. On ne veut pas renoncer à ces feux. Ils sont essentiels à notre spectacle. Il faut qu'on trouve une solution. Quand les artificiers ont fait leur installation, tout semblait normal. Mais c'était avant le repositionnement des barges. Il va falloir réajuster un grand nombre de pièces. Autrement, ça va partir en plein sur leur batterie. On va les orienter plus vers la droite. Parfait. Des dizaines de feux doivent être déplacés. Pour les petits monocoups, on va trouver une place près du bord. Comme ça, on peut les faire partir en toute sécurité vers les côtés, sans que ça menace la barge japonaise. Quant aux chandelles, on va les surélever d'1,5 mètre. Ok, c'est bon. Voilà. Comme ça, les chandelles passent bien au-dessus de leur barge. Et après, elles retomberont dans l'eau, de l'autre côté. Mais une fois ce problème réglé, Là aussi, il y a un souci. Eric découvre que c'est maintenant le Portugal qui est à la merci d'une attaque venue des Japonais. On a un problème là. Cette pièce est pointée droit sur nos mortiers et sur cette batterie. Celle-ci? Ouais. Leur comète va atterrir sur les pièces d'artifice portugaises. Et ce sont les Japonais qui font feu les premiers, c'est ça? Oui, on passe en premier. Donc j'aimerais mieux que la barge portugaise ne s'enflamme pas plus tôt que prévu. Ça devrait aller. Ouais, ça devrait. Mais moi j'en doute. Eric prend les choses en main. Et les pièces japonaises sont réajustées. Problème réglé. Passé sa méfiance initiale, le chef de la délégation portugaise, Nuno, a appris à apprécier Eric et son équipe. Dans un premier temps, j'étais pas à l'aise, parce que je les connaissais pas. Mais petit à petit, j'ai vu ce qu'ils étaient capables de faire, et maintenant, je suis très content de leur travail. Benoît, Philippe et Eric travaillent sans relâche depuis 3 jours à l'installation du plus grand spectacle de feux d'artifice qu'ils aient jamais préparé. On va pouvoir passer au test. Ils ont su gagner la confiance de leurs homologues portugais. C'est tout bon? C'est bon. Vous êtes content? Oui. Tant mieux.
On a une belle soirée de feux d'artifice en perspective. J'ai hâte de voir tout ça décoller. Tout ce qu'il y a ici, c'est impressionnant. Tout doit se dérouler à la perfection. On n'a pas le droit à l'erreur. On a tout vérifié et revérifié. Ok. On va avoir la chance d'admirer le spectacle depuis la berge. À ta santé. Benoît, lui, restera sur les barges. Benoît va devoir s'assurer que tout se passe bien sur la zone de tir. Le Japon ouvre les festivités. Bonne chance, Moto. Merci. Ok. On y va. Très bien, on est prêt. On va avoir du grand spectacle. C'est parti. Ça démarre. Oui. Moto capte d'emblée l'attention du public avec des enchaînements de monocoup. Ouais. Joli. Des bombes nautiques à grande puissance s'élèvent par dizaines à 80 mètres d'altitude avant de retomber pour embraser l'eau du fleuve. Ils ont couvert un très large périmètre. C'est l'idéal pour des bombes aquatiques. Après cette mise en bouche, le spectacle prend de la hauteur. Regarde ça. C'était vraiment très impressionnant. À présent, des millions de spectateurs admirent ce que les Japonais savent faire de mieux. D'immenses feux calibrés avec précision et dont les couleurs ne cessent de se renouveler au fil de leur combustion. Toutes ces couleurs. C'est fascinant. Il n'y a que les Japonais pour arriver à faire des bombes qui changent de teinte 4 fois de suite. La moindre étincelle de lumière change de couleur au bon moment. Chaque particule de poudre est enrobée de plusieurs couches distinctes, dont l'épaisseur est calculée à la perfection. Ouais. La composition chimique est parfaite. Chaque bombe est une œuvre d'art. J'adore. En explosant, certaines d'entre elles révèlent des formes complexes. Regarde, ils ont des cubes en 3D. Ouais, c'est chouette. Une pastèque. Ouais. Le secret de leur fabrication est jalousement gardé par les Japonais qui tirent une grande fierté de ce savoir-faire. Magnifique, magnifique, vraiment magnifique. La fumée se dissipe. Depuis sa table de tir, Nuno va diriger la prestation portugaise. Attention, tout le monde à l'intérieur. Ok. Les jeux sont faits. On a tout installé du mieux qu'on pouvait. Francisco, tu me reçois? Oui, je t'entends. On a tout testé. On est nerveux. On tient à ce que le show soit à la hauteur, pour ne pas décevoir le public. L'émetteur est sur la bonne fréquence? Ils ont confirmé qu'ils avaient reçu le décompte. Ils sont à 20 secondes. C'est le moment de vérité. Ça a démarré, ça s'entend. Le spectacle japonais se démarquait par la complexité de ses bombes individuelles. De leur côté, les Portugais ont tout misé sur une synchronisation parfaite. Sur une synchronisation parfaite. En commençant par les monocoups et les volcans que Benoît a mis en place. Des monocoups. Et il y a une grande quantité de feux de précision qui collent très bien à la musique. Les couleurs sont éclatantes. Boum!
bien placé pour voir les chandelles. Nuno a su lui aussi tirer parti du fleuve. Ces chandelles de gros calibre viennent se poser sur l'eau. Et puis, le spectacle prend toute son ampleur. Les bombes font un bruit assourdissant quand elles sortent des mortiers. On est juste à côté. À 2 mètres de nous, c'est un vrai champ de bataille. 2 mètres à peine. Le show portugais ne relâche pas le rythme jusqu'au bouquet final. J'adore ce bruit. Le spectacle s'achève par une débauche de lumière au-dessus du fleuve Han. Le bouquet final a été très intense. C'était énorme. Bravo, bravo, bravo Francisco, bravo. Eric et son équipe ont aidé Nuno pour l'un des plus grands rendez-vous annuels de la pyrotechnie et une solide amitié est née. Je suis très fier d'avoir participé à ce projet avec vous. On peut sortir? Pour Benoît, C'est pas encore fini. comme pour Philippe et Eric, le moment est venu de découvrir le show le plus attendu de la soirée. Ça va plus trop tarder là. Ça va commencer. « 14 barges pleines à craquer de pièces d'artifice, soit plus que les Japonais et les Portugais réunis. Et c'est parti! Pour leur première bombe, les Coréens font aussi dans les couleurs changeantes. Eh ben, ça envoie. C'est beau, hein? Regarde-moi ça! Waouh! Benoît a tiré la courte paille. Il est sur la barge. Il peut pas profiter de la super vue qu'on a. Mais Benoît n'en est pas moins comblé. La structure en demi-soleil des Coréens s'apprête à se changer en supernova. On a une très belle vue d'ici. En plus d'être beau, c'est tonitruant. Les écrans de fumée sont un cauchemar pour la plupart des artificiers. Mais les Coréens s'en servent pour sculpter des formes féeriques. Dément. Ce soir, des horizons nouveaux s'ouvrent pour la pyrotechnie. Oh! Regarde! On dirait des sortes d'oiseaux téléguidés qui se baladent au milieu des feux d'artifice. Sympa comme idée. Chaque oiseau fait plus de 2 mètres d'envergure. Je n'avais jamais rien vu de ce genre-là. Ils pèsent leur poids car ils sont remplis de poudre. Il y en a un qui s'est écrasé dans l'herbe. Il y avait de la poudre dedans. Ouais, ça veut dire qu'ils ont prévu de s'en servir dans le spectacle. On sait que les oiseaux vont exploser. Tiens, ça y est. Ouais. Tels des phénix, ces oiseaux semblent à l'épreuve du feu. C'est génial. Super, des pièces contrôlées à distance. Les artificiers coréens ont déjà atteint le firmament, mais leur spectacle ne s'en tient pas là. Sur ce pont long de près d'1 kilomètre, ils ont disposé autant de poudre que possible. Regardez là-bas! Ils sont malades. Leur feu d'artifice illumine le pont d'un bout à l'autre du fleuve Han. Regardez, une chute d'eau. C'est trop fort. Le trafic est interrompu sur le pont. Les voitures sont arrêtées. Tout le monde est sorti regarder le spectacle. C'est normal.
Le bouquet final dépasse les rêves les plus fous de n'importe quel artificier. C'était un truc de fou. J'y crois pas. Ça, c'est du feu d'artifice. Ça partait dans tous les sens. C'est l'un des plus beaux feux que j'ai vus de ma vie. Leur spectacle m'a scotché sur place. C'était complètement dingue ce qu'ils ont fait. Je crois que Dieu a dû entendre ce boucan. C'était parfait, rien à dire. Je n'ai jamais rien vu de tel. C'était une prestation hors du commun, une grande bouffée d'air frais. Je me sens d'attaque pour enchaîner sur une nouvelle saison. Mais dans l'immédiat, on fête la saison qui s'achève. Je tiens à lever mon verre à tous ceux qui sont présents ce soir. Et Maud a de très bonnes nouvelles. Je peux vous annoncer officiellement qu'Ottawa nous confie leur contrat du 1er juillet pour les 3 ans à venir. Maud et ses artificiers auront l'honneur d'illuminer le ciel de la capitale canadienne pour leur fête nationale. Ça fait des années qu'on essaie de décrocher ce contrat, mais ce sera un défi pour nous, c'est une très grosse prestation. On a pris un max de plaisir cette année. La saison a été chargée. Ça a été une année très fructueuse pour nous. On n'arrête pas de s'améliorer. Eric, Benoît, Philippe, Sébastien et le reste des artificiers de l'équipe n'ont rien oublié des embûches auxquelles ils ont fait face cette année. Une 300 mm. Ça vole un peu bas. Je suis vert. Une nouvelle fois, ils ont repoussé leurs limites. Purée, mais c'est énorme! Mais Maud a les yeux tournés vers l'avenir et vers le ciel, pour imaginer des manières toujours nouvelles de mettre le feu à la nuit.